Dans cette série balado, Ski à l'école discute avec ses invités variés de nature, de plaisir et d'aventure. C'est connu, s'amuser à l'extérieur, c'est grandir à l'intérieur. Alors c'est parti, attachez vos bottines, on va se faire ensemble une randonnée parsemée d'histoires inspirantes. En route pour Capitale Plein Air. Bienvenue à ce 23e épisode de notre série balado. Mon nom est Benoît Hudon de Ski à l'école. D'après vous, est-ce que s'amuser sous l'eau compte comme une activité en plein air? Oh que oui, nous répond Marie-Christine Lessard, directrice de Québec Subaquatique, la fédération qui rime avec toutes sortes d'activités et d'histoires sous-marines. Du pataugeage avec tuba en surface, aux explorations d'épaves qui tapissent les bas-fonds du fleuve Saint-Laurent, il y a tout un monde à découvrir lorsque l'on prend le temps de s'immerger. Et si comme moi, ce monde-là est pour vous encore rempli de mystères et peut-être même de craintes, eh bien vous serez ravis d'entendre à quel point notre belle province regorge d'endroits parfaits pour s'initier à la plongée, même en famille. À vos bonbonnes, plongeons ensemble dans l'univers de Marie-Christine, là où chaque respiration nous permet de contempler et d'en apprendre sur soi comme peu d'activités peuvent le faire. Bonne écoute! Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payés, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca. Je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sors dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la faune. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigt. Marie-Christine, un grand merci d'être parmi nous. Comment te sens-tu à l'idée de jaser de plongée, plaisir subaquatique et plein air aujourd'hui? Je suis hyper excitée parce que ça regroupe à peu près tout ce que j'aime de la vie. Puis mon travail, c'est d'avoir du plaisir. Puis j'ai cette chance-là, moi, de vraiment travailler dans des choses, des éléments que j'adore, dont le plein air. Ça fait partie de ma vie depuis toujours. Donc, je suis vraiment choyée. Ah, c'est le fun, là. Je sens qu'on va parler avec une personne très passionnée. On aime ça. Puis d'emblée, j'aimerais qu'on éclaire un petit quelque chose ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire subaquatique? Est-ce que ça l'inclut plonger? Quelle activité ça l'inclut? En fait, je vais dire ça simplement, ça inclut tout ce qui se passe sous l'eau. Donc, autant dans une piscine que dans un milieu naturel. Donc, on va parler de hockey subaquatique, de rugby subaquatique, mais aussi de plongée sous-marine, d'apnée, apnée sportive, apnée de plaisir qu'on a communément démocratisé avec le snorkeling. Donc, c'est vraiment tout ce qui se passe vraiment là, sous l'eau. Ce sont toutes ces activités-là dont on parle chez Québec Subaquatique. Ah, ok, intéressant. Ben, on est un peu dans le plein air, hein, n'est-ce pas? On est quand même dans le plein air, là, même si on est sous l'eau puis on a besoin d'une bonbonne pour respirer. Est-ce que tu dirais que quand on part justement en journée faire du snorkeling, l'ensemble de ça, est-ce qu'on a le sentiment d'être en plein air? Je pense que oui, j'en suis intimement convaincue Phew! parce que la plongée, autant si on parle de snorkeling ou d'apnée ou de plongée sous-marine en bouteille, pour moi, ça a deux fonctions très qui touchent tout à fait le plein air, c'est-à-dire que c'est à la fois contemplatif et à la fois méditatif. Donc, ces deux choses-là font du bien à l'âme, font du bien à notre santé mentale. Donc, quand on parle de plein air, on en a beaucoup, beaucoup parlé dans les dernières années, là, depuis à peu près 2015, c'est rendu in, si je peux dire, de faire du plein air, mais ça a aussi d'autres fonctions que d'avoir des belles photos Instagrammables. Ça a aussi tout à fait. des fonctions qui ont un bienfait sur notre santé, autant physique que mentale. Donc, la plongée et l'apnée, effectivement, peut-être que c'est pas un effort physique très, très élevé
Par contre, les techniques de respiration pour bien respirer sous l'eau nous amènent dans un état vraiment de méditation. Il faut contempler, faut être en harmonie avec notre environnement sous l'eau. Faut être aussi conscient de ses limites, hein, parce qu'on n'est pas des individus qui sont capables de respirer sous l'eau. Donc, ça nous prend des équipements, ça nous prend un tuba, ça nous prend d'autres méthodes pour pouvoir admirer ce monde-là qui se produit sous l'eau. Ben oui, c'est ça. Puis il y a quand même des écosystèmes, si on va aborder ça. On est dans la contemplation, on se fait du bien, on n'est pas dans notre sous-sol devant des écrans comme la majorité du temps. Exact. Alors, tu me rassures. Moi aussi, je croyais, c'est pour ça que j'étais allé dans un thème un peu, c'est un peu une fantaisie. Je me suis dit, ben on va essayer d'aller sous l'eau en tant que capitale plein air, puis je voulais avoir ton opinion là-dessus. Fait que là, tu me rassures. On va continuer l'entrevue. Super! Imagine, on coupe ce cours comme ça, puis c'est fini. Ça serait dommage, ça serait dommage. Oui, ça serait très dommage. Mais non, les gens vont s'amuser à l'extérieur. Lorsqu'on parle d'activités subaquatiques, et toi, personnellement, Marie-Christine, tu parlais de contemplation, d'effets positifs dans une vie. Toi, depuis quand tu patauges dans cet univers et quel bienfait, depuis ce moment-là, tu en retiens? Ben moi, le plein air m'est tombé dessus, vraiment Oh! littéralement en 2015. J'étais une employée dans une caisse populaire qui ne connaissait très peu le plein air. J'étais Ah! pas issue d'une famille qui avait vraiment encouragé cette pratique-là. Mais ça a donné que ma caisse populaire était au stade olympique où il y a l'ensemble des fédérations de sport, de loisirs et de Ah! plein air. Oui! Et c'est ça, je dis, ça m'est tombé dessus. Puis j'ai rencontré un directeur général qui était le directeur général de Cano-Kayak Québec. Et lui, on a eu une connexion, une bonne chimie. Puis il m'a offert un poste dans cette fédération-là. Fait que c'est comme ça que j'ai été en contact avec le plein air. Puis là, ça en est suivi un poste de coordination, puis après ça, j'ai pris le poste de direction générale de Cano-Kayak Québec, puis j'ai vraiment pu m'investir en canot, en kayak, en canot-camping, tout ça, puis j'ai vraiment adoré l'ensemble de mon expérience, autant au niveau de ce que c'est une fédération, puis ce qu'elle fait, mais aussi au niveau des activités qu'on peut y faire, puis qu'on a un super beau territoire au Québec, donc il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas de plein air. Donc, moi, comme ça m'est tombé dessus à l'âge de 27 ans, puis que là, je prends conscience qu'il y a ce magnifique monde-là, je me dis non, mais je ne peux plus passer ma vie à me mettre la tête dans le sable. J'ai absolument besoin d'être en contact avec le plein air. Et donc, j'ai donné toute la passion que j'avais chez Cano-Kayak. Ça a été une super expérience. Puis à un moment donné, j'ai décidé de quitter vers d'autres défis. Et là, Québec subaquatique m'a approchée. Et j'ai vraiment mis les deux pieds dedans encore. Je me suis investie, puis on est là 2 ans plus tard. Je suis encore à fond dans mon plein air. Je découvre une nouvelle activité, malgré que je faisais un petit peu de snorkeling de sud, comme on appelle, là, parce qu'ici au Québec, on patauge en eau froide quand même, donc j'avais pas eu encore la chance de vivre cette expérience-là. Chose faite maintenant et j'ai grandement apprécié. J'encourage tout le monde à prendre l'occasion d'aller faire du snorkeling dans le fleuve. Vous seriez étonné de voir à quel point il y a des belles choses. Donc, Puis ça, parenthèse là-dessus, est-ce que parce que on dirait que là, je vois déjà une barrière avec le froid, comme tu mentionnais. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un wetsuit, dry suit immédiatement ou comment ça fonctionne si on va aller dans le fleuve, si on continue là-dessus? Ben, c'est certain que vous devez vous trouver un bon wetsuit parce que l'eau est quand même assez froide, malgré que, bon, vous savez, on organise le Grand Splash dans le Vieux-Montréal en plein été. Le fleuve n'est pas si froid à cet endroit-là, mais plus on va monter vers la Côte-Nord, plus l'eau va être froide à l'année, donc autour d'un 4 degrés en tout temps, et elle peut descendre en bas de ça. Donc, ça peut quand même être assez froid. C'est important d'être bien équipé. La chance qu'on a au Québec, c'est qu'on a beaucoup de centres de location qui permettent de faire la location d'un dry suit ou d'un wet suit, un vêtement étanche,
ou un vêtement humide qui permet vraiment de créer une barrière avec le froid et de ne pas nous empêcher d'aller vivre ces activités-là. Donc, c'est pas nécessaire de courir à la boutique de plongée la plus C'est près pour ça. aller vous acheter un wet ou un dry, comme on le dit, aussi rapidement. Prenez le temps d'aller en louer un, prenez le temps d'apprivoiser l'activité, puis après ça, si vous êtes vraiment un mordu puis que vous avez le goût d'en faire à chaque fin de semaine, ben vous aurez peut-être l'occasion d'investir vraiment un bon montant d'argent dans un vêtement étanche qui vous correspond et qui est à votre grandeur et qui Ouais. correspond à votre morphologie. Ben oui, bien dit. L'accessibilité, ça commence par ça, la location, d'après moi, dans plusieurs domaines et activités. Puis ça, c'est bien. Ton parcours est intéressant. Là, je dresse des parallèles avec le mien. Ski à l'école, ski de fond. Moi, je faisais pas beaucoup de ski de fond avant d'être approché pour être administrateur du programme. Fait que je comprends absolument quand ça rentre dans une vie. Ensuite, on se dit, ah, ce monde est fantastique. J'ai envie de le partager. Et puis la pratique, elle est inhérente. Après, elle est durable aussi. Là. C'est quelque chose qui, j'imagine que tu es rendu une assidue. Ben, en fait, oui, tout à fait. Je dirais même que moi, j'ai fait un choix personnel de quitter la ville pour aller m'établir en région et j'ai décidé de me bâtir une maison sur un chemin de terre à 4 kilomètres profond en forêt, sur le bord d'un lac. Donc ma vie de tous les jours se passe déjà en nature. Donc, c'est sûr que les fins de semaine, oui, on va faire de la randonnée en famille, du canot, du kayak, du canot-camping ou du camping. Après ça, c'est sûr qu'on aime ça, vivre des expériences nouvelles dans d'autres activités. On est allé faire du snorkeling avec les enfants aux Escoumins. On a vu des étoiles de mer, des anémones. Ça a été une expérience fantastique. On a découvert ça en famille. Puis, l'offre au Québec, je le répète, est vraiment là et elle est disponible. Il s'agit juste de tendre la main puis d'être avoir un petit peu le sens de l'aventure Oui. et du plaisir. Puis on va découvrir plein de choses, puis on va vivre surtout des belles expériences, des belles aventures, puis on va se concevoir des beaux souvenirs. Ben oui, c'est ça. Tu es en train d'enraciner ça dans la vie de tes enfants aussi. Comment ça se passe Exact. avec une famille? Est-ce que moi, de mon côté, là, très, très néophyte en la matière, tout ce qui a rapport avec l'eau, si jamais là, je suis papa, j'ai deux petits enfants en bas âge, est-ce que c'est des activités qui restent accessibles en famille? En fait, faut bien comprendre que les activités nautiques sont peut-être plus accessibles en famille. Je parle de canot, de kayak, de voile même. C'est plus accessible que la plongée Oui. sous-marine parce que, la plongée sous-marine, elle est normée au Québec, mais elle est aussi normée à l'international et elle dit, cette norme que faut atteindre à peu près l'âge entre 9 et 12 ans pour pouvoir suivre une formation en plongée sous-marine bouteille. OK. Toutefois, pour faire de l'apnée, il n'y a pas d'âge Hmm. minimum. Donc, vous pouvez vraiment amener vos enfants, profiter de ce qui se passe dans votre lac derrière chez vous, autant que si vous prenez une activité d'apnée nordique aux Escoumins ou en Gaspésie, par exemple. Oui. Donc, c'est vraiment accessible de ce côté-là parce que, sans prendre rien pour acquis, mais les Québécois, on a beaucoup tendance à donner des cours de natation à nos enfants parce Oui. qu'on a beaucoup de piscines. Donc, la base de l'apnée, c'est de savoir plonger, de savoir respirer. Donc, Oui. de savoir nager, de savoir respirer, c'est des choses qu'on possède quand même à un très jeune âge. Oui. Donc, c'est quand même accessible. Ah, mais je trouve ça intéressant, cette partie-là. Apprendre à respirer, être dans l'eau, comme tu le disais d'entrée de jeu, c'est d'avoir une respiration peut-être plus posée, d'observer chaque mouvement compte. On ne veut pas dépenser trop d'énergie et ainsi trop d'oxygène. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être un peu anxiogène pour certains. J'imagine que d'aller dans l'eau. Est-ce que le fait d'amener des enfants, est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez, ça? Est-ce que ou que vous avez observé à la fédération, si les jeunes sont initiés plus tôt, il y a une meilleure relation, si on peut dire, avec l'eau? On n'a pas étudié ça directement. Je pourrais pas répondre à la question avec autant d'assurance, mais je dirais ceci, puis ça fait partie de mon expérience. Plus vite on met les enfants en contact avec l'eau,
mieux est la gestion de leur peur de l'eau, mieux est aussi et diminue le risque de noyade ou d'accident liés à l'eau. Donc, je pense que c'est vraiment important de mettre en contact nos enfants avec l'eau. La Société de sauvetage offre plusieurs programmes pour donner des cours de natation aux enfants. Donc, c'est vraiment pas une problématique, je pense, au Québec d'avoir accès à des cours pour les enfants. En ce qui a trait à la plongée directement, nous, on n'a pas fait d'études là-dessus, mais on voit quand même un intérêt grandissant pour des jeunes, je parle mineurs, pour cette activité-là. Donc, peut-être que ça va être intéressant dans les années à venir, effectivement, de voir comment cette popularisation-là se fait dans le temps. Là. Est-ce qu'il y a des traits de caractéristiques, si je reformule un tout petit peu, là, peut-être moins scientifique étude, mais est-ce qu'il y a des traits qui s'observent chez les plongeurs, plongeuses, les gens qui font de l'apnée, qui se disent « Ah, OK, ouais, si on partage ces traits-là à d'autres, ben justement, il y a peut-être des bons côtés, des bienfaits à tirer de ça. » Oui, ben je pense que les plongeurs sont très conscients, je vais dire ça avec beaucoup de respect, sont très conscients de la valeur de leur vie parce que, je le disais tantôt, aller sous l'eau, c'est pas naturel chez l'humain. Donc, ça prend des compétences, ça prend des techniques, ça prend de la rigueur, ça prend une compréhension de ses limites. Donc, je pense que ce sont tous des traits qui sont importants à retrouver chez les plongeurs afin que l'expérience se passe bien puis qu'il n'y ait pas d'accident de décompression ou de noyade ou de décès même. Donc, je pense que ce qu'on essaie de transmettre là, dans les formations de plongée en bouteille, par exemple, c'est vraiment d'avoir cette conscience-là de nos limites et aussi d'acquérir des techniques et d'avoir un respect face à ces techniques-là et face à nos limites. Ouais. Donc, c'est vraiment d'apprendre ces techniques-là. Si on parle de la plongée, principalement, si moi, Benoît, demain, je veux commencer à m'initier, là, je veux sauter là-dedans, là, dans l'univers de la plongée, comment je commence? Ben, en fait, au Québec, encore je le dis, on est chanceux. On a une grande variété d'agences internationales qui offrent des certifications en plongée. Donc, il y en a à peu près, je dirais, près d'une quinzaine. Donc, il y a beaucoup d'offres. Puis, ces agences-là sont affiliées avec des écoles qui ont souvent pignon sur rue. Donc, il y en a environ 200 sur le territoire québécois. Donc, simplement une recherche Google pour prendre un cours de plongée sous-marine. Vous regardez dans votre région qu'est-ce qui est offert et vous prenez contact et ce sont des instructeurs qui sont accrédités par Québec subaquatique. Donc, ils sont tout à fait en règle et respectent toutes les normes de leurs agences, mais aussi de la réglementation du Québec pour plonger en eau froide. Donc, on peut vraiment prendre une formation en toute sécurité au Québec sans avoir trop d'inquiétudes. Et en fait, la formation repose sur une partie théorique et sur une partie pratique. Donc, la partie théorique, maintenant, on va dire ça, grâce à la pandémie, elle se fait presque entièrement en ligne. Et la partie pratique, il y a 2 plongées, 2 jours en piscine et 2 jours dans un milieu naturel. Donc, on vous donne vraiment toutes les techniques, toute l'information que vous avez besoin pour vraiment être capable d'aller faire une plongée autonome quand vous sortez de cette certification-là. Ah, OK. Puis ça, c'est votre rôle, ça, à Québec subaquatique, d'avoir quelque chose d'uniformisé dans la province. Oui, en fait, nous, notre rôle, c'est qu'on est mandataire du gouvernement du Québec pour s'assurer que les instructeurs et les plongeurs respectent la réglementation sur la plongée sous-marine récréative du Québec.
qui, en soi, norme l'activité avec différentes mesures, mais principalement, elle repose sur le fait qu'on a un contexte particulier au Québec qui est l'eau froide. Donc, c'est important d'avoir des compétences pour gérer cette eau froide-là, ce qu'on ne vous donnerait pas, par exemple, si vous alliez suivre une formation en plongée sous-marine au Mexique, OK, par c'est exemple. ça la nuance que j'entends. J'ai déjà entendu ça en Thaïlande. On regardait pour prendre une certification et on disait que ça ne s'appliquait pas au Québec. Est-ce que c'est vrai? Pour plonger ici, il faut Oui, vraiment celle du Québec à cause de l'eau. c'est ça. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez suivre une formation en Thaïlande, par exemple, pour reprendre votre exemple, et revenir au Québec et faire votre équivalence qu'on appelle. Donc, en fait, c'est un petit module supplémentaire qui vous est donné, qui réside en une plongée et une petite portion théorique supplémentaire à la formation que vous auriez déjà suivie, par exemple, dans un autre pays. Donc, c'est pas très compliqué d'avoir cette équivalence supplémentaire-là, mais ce qu'elle vous permet, c'est de pouvoir plonger justement en eau froide, OK. parce que c'est l'équipement qui change dépendamment de la température de l'eau. Donc, ici, vous allez devoir plonger avec une cagoule, des mitaines et des bottines, ce que vous n'aurez pas à faire dans de l'eau chaude dans le sud, par exemple. Donc, la manipulation des autres équipements que vous avez sur le corps est différente quand vous avez votre tête encagoulée et vos mains dans des gants. Oui. Donc, vous n'avez pas la même dextérité, Non, vous n'avez pas la même possibilité de tourner la tête. Donc, c'est vraiment important de savoir comment gérer cette différence-là, puis d'ajuster vos équipements adéquatement pour que vous puissiez être en mesure de bien les utiliser. OK, je comprends. Et quand on parle d'équipement, est-ce qu'il y a un ensemble de base? Est-ce que, par exemple, tu as de l'équipement que tu peux donner un exemple, des pièces d'équipement essentielles à se procurer quand on commence? Ben, je dirais que la première chose, c'est une bouteille remplie d'oxygène. Oh! Hein, c'est pas mal la base. Et je dirais que cette pièce d'équipement-là est reliée à un détendeur que vous vous mettez dans la bouche qui vous permet de respirer l'air qui se trouve dans votre bouteille. Donc, ça, c'est quand même une pièce d'équipement assez importante. Je dirais aussi qu'on on va porter, comme on le disait tantôt, un dry ou un wetsuit pour se protéger du froid. Je l'ai mentionné, cagoule, mitaine, bottines. Par-dessus tout ça, il y aurait aussi une veste pour aider à la flottabilité, donc qui permet de gérer votre air pour être capable de monter ou descendre dans l'eau. Vous avez aussi des palmes pour vous aider à vous déplacer parce qu'on n'encourage pas les gens à utiliser les mains comme quand on fait de la natation. On va dire on utilise les mains pour avancer. Non, en plongée, on va utiliser nos pieds. Nos mains nous servent à gérer notre équipement, à pointer, à communiquer avec notre binôme. Et les pieds servent à se déplacer avec les palmes. OK. Comment la bonbonne est accrochée à notre corps? C'est juste une ceinture autour de la poitrine? Quelque chose comme ça? Oui, ben c'est ça. Il y a comme un genre de harnais qui vient avec cette bonbonne-là. Donc, on met la bonbonne dans le harnais, ce qui nous permet de l'enfiler sur les épaules, puis elle tient dans notre dos. Il y a des gens qui font des plongées très, très, très profondes, qui sont des plongées très techniques, qui vont avoir 2 bouteilles pour avoir 2 sources d'air. Donc, c'est des harnais qui sont vraiment conçus pour maintenir la bouteille en place. Ah, est-ce que, parce que là, les plongées très techniques, profondes, ça implique un niveau d'expérience assez élevé. Donc, il doit y avoir toutes sortes de gens qui pratiquent la plongée, les activités récréatives subaquatiques. Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce qu'il y a des festivals dans ce monde-là? Le festival de plongée, par exemple? En fait, il n'y a pas de festival, pas au Québec en tout cas. Il y en a peut-être ailleurs dans le monde, mais ça dépasse un peu ma connaissance. Toutefois, il existe un genre de colloque pour les gens de la plongée qui a lieu aux États-Unis, qui regroupe plein de boutiques, plein d'écoles de plongée. Ça s'appelle le DEMA, D-E-M-A. Donc, c'est quand même assez spécialisé. Habituellement, ce sont les gens qui sont vraiment issus du milieu qui vont se déplacer dans cet événement-là. Il y a des conférences qui sont données, tout ça. C'est peut-être un peu moins accessible pour les néophytes, là. Les gens qui commencent, c'est peut-être pas... la place à aller. C'est pas la place à aller, non.
il y a quelques années, il y avait le Festival de la Grenouille qui existait, donc il y avait des plongées qui se faisaient là, mais ça c'est mort de sa belle mort, Ah! cette chose-là, malheureusement. Ah. Donc, je dirais que oui, moins d'événements au Québec, effectivement. Ah bon, ben le message est lancé. Il y a peut-être quelqu'un qui va nous écouter qui va dire, moi je pars à un festival de plongée. On l'encourage. Contacter la Fédé, on est intéressé. Excellent. Si tu sais, Benoît a commencé récemment là, avec ses enfants, si on prend toujours le Benoît fictif qui s'initie à la plongée, et là, il est rendu quand même assez. Il est moyen, il est intermédiaire. Quel endroit il peut visiter ou c'est où les spots qui seraient encouragés ou qui auraient un certain degré là, d'émerveillement au Québec? Ben, il faut comprendre qu'au Québec, il y a 345 sites de plongée qui sont répertoriés d'ailleurs sur le site de Québec subaquatique. Mais dans ces sites-là, il y en a deux qui ont une renommée internationale. Donc, il y a OK. la base de plongée aux Escoumins et la base de plongée à Gaspé. Hmm. Ce sont deux sites qui sont très, très, très prisés par le tourisme local, mais aussi par le tourisme international. Donc, ce sont des sites qui permettent d'avoir des plongées à la fois, je veux dire, débutantes intermédiaires jusqu'à du très avancé Hmm. technique. Donc, ça peut toucher là, vraiment une très vaste communauté qui ont différentes techniques. On peut faire autant de la plongée profonde que de la plongée plus de surface. OK. Donc, ce sont vraiment deux sites qui sont assez intéressants, en plus d'être dans des environnements très, très beaux. Oui. On le sait, la Côte-Nord, la Gaspésie, ce sont des endroits qui sont quand même très prisés par les Québécois parce que les paysages sont beaux, la diversité au niveau des activités de plein air est multiple. Là. Oui. On peut faire de la rando, du camping et aussi faire de l'apnée ou de la plongée Ah, sous-marine. Donc, OK. On a un peu. C'est des pôles un peu magnétiques à tourisme de plongée international. Ça, je savais oui. pas. C'est intéressant. Donc, ça se passe dans ces coins-là. Et Mais il faut dire qu'il y a plein d'autres beaux sites au Québec. Là. J'en ai nommé oui, deux, mais 345. il y en a 345 qui sont tous très beaux. Ils offrent toutes des plongées différentes, des choses à découvrir. Mhm. Des fois, c'est des vestiges autochtones. Des fois, Ah oui. c'est de la faune ou de la flore intéressante. Des fois, Ah, c'est des parois rocheuses. Des fois, c'est des épaves. ah oui, À oui. Rimouski, d'ailleurs, le Impress of Ireland est un des sites de plongée qui nécessite une grande technique, mais qui est un des plus beaux pour plonger des épaves. Il faut Ah aussi oui. comprendre que le fleuve Saint-Laurent est rempli d'épaves et il est reconnu à travers le monde pour les plongeurs, pour aller faire de la plongée épave. Donc, il y a vraiment une multitude d'activités de plongée ou de types de plongée que vous pouvez faire au Ah, Québec. fascinant. Ça doit être technique dans le fleuve dû aux nombreux courants. Oui, Ouais. c'est technique, c'est profond, surtout si on va faire de la plongée d'épave. Des fois, on voudrait faire une immersion dans l'épave. Donc là, ça prend des compétences Mhm. supplémentaires. Donc oui, il existe plein de formations pour vous former à pouvoir faire ça si c'est quelque chose qui vous intéresse et à acquérir de l'expérience pour que vous puissiez plonger en toute sécurité. Là, oui. Intéressant. Et si on revient à un... Il n'y a pas de site typique parce que tu as nommé plein de caractéristiques, autant des parois rocheuses immergées, des choses comme ça, mais quand on est sous l'eau, est-ce qu'on peut s'attendre à cohabiter un peu avec la faune qu'il va avoir sous l'eau, la faune marine aquatique? Par exemple, est-ce que les poissons sous l'eau sont effrayés ou viennent à nous? Ben, ça dépend si vous bougez beaucoup. Ah, OK. Si vous êtes un plongeur contemplatif, que vous vous installez à un endroit et que vous êtes patient, que vous contemplez, les poissons vont venir à vous. Vous allez aussi voir beaucoup de diversité marine des fois dans un petit mètre Ah, carré, parce que le fleuve, principalement, regorge de spécimens. Donc, vous
pouvez voir des étoiles de mer, des crustacés, vous pouvez voir des anémones. Donc dans une paroi rocheuse, si vous restez à admirer, comme je dis, 1 mètre carré, vous allez voir plein de choses. Puis si vous vous retournez vers le large, puis vous quittez un peu la rive, vous pourriez voir des belugas, des baleines et toutes sortes de poissons. Donc, oui, si on est patient, si on est calme, c'est un peu comme quand on veut voir un orignal. Ah, Hein? oui. Si on arrive et qu'on crie fort dans la forêt, c'est sûr qu'ils ne viendront pas facilement à nous. Mais si on est silencieux, que notre empreinte est très basse et qu'on est très contemplatif, ben, il y a de bonnes chances qu'on puisse admirer ce genre d'animaux-là. Ah, ben, intéressant ça. Je vais rebondir là-dessus. Comment avoir une empreinte respectueuse? Le principe de leave no trace, là, ne pas laisser de Oui. traces en canot, en camping, en randonnée, on le connaît. Dans l'eau, est-ce qu'il existe des bonnes pratiques? Oui, il existe des bonnes pratiques. Elles partent souvent d'actions qui ont lieu sur la berge. Donc, vos déchets que vous laissez sur la berge, ils vont finir par aller dans l'eau. Donc, c'est certain que si vous laissez peu de traces sur la berge, vous préservez le plan d'eau vers lequel vous vous dirigez pour aller faire votre activité. Mais quand vous êtes aussi sous l'eau, bien évidemment, il faut être conscient que des palmes, c'est quand même assez long. C'est important de ne pas accrocher le fond pour ne pas briser, par exemple, l'enracinement des anémones ou des coraux. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Évidemment, bien, comme on dit aux enfants, on touche avec les yeux. Hein? Donc, on est dans l'environnement de plusieurs spécimens, donc on ne veut pas les toucher, on veut les laisser et avoir l'impact le plus petit. Donc, oui, il y a ces pratiques-là qui sont encouragées, mais ça part et ça dure tout au long de l'activité. Ça part du moment où vous êtes sur la berge pour entrer dans l'eau Oui. et que vous faites un pique-nique ou que vous fumez une cigarette, vous ramassez vos mégots, à je fais attention avec mes palmes quand je suis sous l'eau et je ne touche pas aux autres spécimens. Effectivement, tout ça fait du gros bon sens et on espère que ça sensibilise toujours d'autres personnes à chaque fois qu'on en parle. Ça fait déjà une demi-heure, Marie-Christine, qu'on converse et on a vraiment abordé beaucoup de sujets intéressants. Je veux savoir si tu n'avais pas une note de la fin, un mot que tu aimerais partager pour conclure. Ben, plusieurs, je dirais, Oui, mais vas-y. celui sur lequel je vais prioriser mon intervention, c'est la sécurité. Ah oui. Je l'ai dit tout au long de l'entrevue, on n'est pas des humains sous l'eau, on est des poissons avec une bonbonne. Donc, c'est important d'acquérir des techniques et d'avoir des connaissances pour pratiquer cette activité-là. Et c'est normal dans ces conditions-là que la priorité pour pratiquer ces activités-là, ce soit une formation. Donc, moi, je vous encourage à ne pas vous laisser freiner par le fait que vous devez suivre une formation pour pratiquer cette activité-là, mais plutôt de sauter les 2 pieds joints dans l'activité et d'aller prendre une formation parce que votre expérience va être vraiment meilleure, Oui. je dirais, avec votre formation. Donc, ce serait mon premier message, la sécurité. Et mon deuxième message, ce serait de dire qu'il faut préserver nos plans d'eau. Donc, toute action que vous portez pour préserver votre environnement, que ce soit le savon biodégradable que vous utilisez en camping ou les mégots de cigarettes, même si ce n'est pas les vôtres que vous ramassez chaque fois que vous allez sur le bord de l'eau, ont vraiment un impact. Donc, faites-le. Si vous avez le cœur à ça, je vous encourage à vraiment partager cette pratique-là. Éduquer vos enfants à préserver nos plans d'eau. C'est la richesse qu'on a au Québec. Il faut absolument la conserver. Ce sont de superbes messages. On va s'assurer que le mot soit passé de notre côté, c'est certain. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as alloué aujourd'hui. Je crois que tu es un exemple parfait qui nous inspire au fait que la plongée, c'est accessible. Dès qu'on y goûte, je suis certain que les plaisirs subaquatiques peuvent rester dans une vie. Tu es une très bonne ambassadrice
ton message, ta voix le confirme quand tu en parles. C'est beau à entendre. Alors, merci beaucoup, Marie-Christine. Et là-dessus, je te souhaite une bonne fin d'été. Ben, une bonne fin d'été à toi aussi, Benoît. Puis j'espère avoir de nouveaux adeptes de plongée dans les prochaines années. Oh oui, c'est l'objectif. Merci encore. Wow! Je crois que c'est confirmé. De mon côté, je vais aller m'initier à la plongée. C'est certain au cours des prochaines années. Et j'ai bien réalisé que la particularité de l'eau froide ici dans notre nordicité, au Québec spécifiquement en ce qui nous concerne, mais ça prend des compétences additionnelles, mais qui doivent être très, très, très enrichissantes lorsqu'elles sont en poche, parce que le fleuve Saint-Laurent, là, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, et j'espère que la conversation et le témoignage de Marie-Christine va influencer beaucoup de personnes à aller explorer respectueusement ce grand cours d'eau et tous les autres dans notre belle province. Alors, merci beaucoup Marie-Christine, ça a été super inspirant. Et je suis certain qu'avec ce genre de propos, on va démocratiser l'accès sous l'eau. Eh oui, merci à vous d'avoir écouté l'épisode au complet. Chers auditeurs, auditrices, vous pouvez aller écouter, commenter, partager les balados existants au www.skelecole.org/balado au pluriel. Merci à la Fédération canadienne de la faune pour le support, aux Caisses Desjardins aussi qui alimentent la conversation autour du plein air depuis le début de l'aventure de Skelecole. Très 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 apprécié. On se dit à très bientôt tout le monde pour une autre balade auditive de Capital Plein Air.